Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance du module de criminologie qui sera consacrée à une introduction à ce module. Alors, dans cette introduction, on va essayer de faire un rappel de quelques éléments clés du droit pénal, à savoir la définition de droit pénal, un rappel des branches du droit pénal, un rappel des fonctions de droit pénal et un rappel des fondements doctrinaux du droit pénal. Alors, pour ce qui est de la définition qu'on a vu au module de droit pénal général, le droit pénal est défini comme la branche de droit positif qui a pour objet l'étude et la répression des comportements déviants et qui porte atteinte à l'ordre public. Alors, c'est aussi la science juridique qui développe une approche basée sur l'observation du phénomène criminel auquel il entend apporter des réponses au biais de l'édiction de normes et de mesures de répression. En effet, le droit pénal pose des interdits reconnus dans une société et veille à leur respect. Elle représente donc un miroir reflétant de manière particulière l'échelle des valeurs admises par la société à un instant donné. Autrement dit, le droit pénal définit les infractions punissables, les conditions dans lesquelles ceux qui les commettent peuvent être poursuivis et les peines qu'ils encourent. Si l'on devait envisager un raccourci, le droit pénal pourrait être entendu comme le droit de l'infraction ou de l'incrimination. Il se transcrit en une production juridique qui a pour objectif principal de sanctionner les comportements déviants des hommes. La nature humaine, de même que l'histoire nous enseigne, que nous devons nous soumettre à des règles afin de lutter contre des comportements primaires, parfois, mais surtout délinquants. En ce qui concerne les branches du droit pénal, le droit pénal rassemble dorénavant de nombreuses disciplines et se divise en plusieurs branches désormais complétées par l'apport spécialisé de certaines sciences. Ce sont des disciplines se rattachant au droit pénal, que le droit pénal qui se consacre dans son ensemble à l'incrimination de certains comportements ainsi qu'à la détermination et à la mise en œuvre de sanctions, comporte plusieurs branches. Alors le droit pénal général, c'est ce qu'on a étudié comme module, qui fixe les règles communes applicables à toutes les infractions de toute nature, que ce soit des crimes, des délits ou des contraventions. Et le droit pénal également spécial que vous avez étudié, qui s'attache à l'étude des règles applicables à des infractions particulières en identifiant les éléments constitutifs et la répression applicable. Ça, c'est ce qui compose ce qu'on appelle le droit pénal de fond. Et vient par la suite le droit pénal de forme, qui est la procédure pénale, qui renvoie au procès pénal en définissant l'organisation judiciaire en matière répressive et le déroulement. Il s'agit de l'étude de la mise en œuvre de la réaction sociale déclenchée par la commission d'une infraction pénale. Et à côté de ces branches qui constituent le droit pénal de fond et le droit pénal de forme, le noyau qui constitue le noyau dur des droits pénals se sont constitués de nouvelles disciplines qui s'intéressent par le phénomène criminel. Il s'agit à titre indicatif de la criminologie qui est l'objet de ce module, qui est la science qui a pour objet l'analyse des facteurs susceptibles de conduire à des comportements déviants criminels, c'est-à-dire on a dépassé de l'étude, et si on revient à la définition de droit pénal qui est l'étude et la répression des actes déviants, on a passé de l'étude du crime à l'étude de l'auteur du crime, entre guillemets le criminel, le phénomène criminel, qui est la science qui a pour objet l'analyse des facteurs susceptibles de conduire à des comportements déviants ou criminels, et également il y a la pénologie qui s'intéresse à l'étude détaillée des sanctions encourues, prononcées et exécutées. Et vient par la suite la criminalistique
qui s'attache à la recherche des infractions et des criminels par le recours à d'autres disciplines scientifiques, par exemple l'anthropométrie, la médecine légale, la police scientifique, ainsi de suite. Et ainsi, on arrive à cette question, quelle est la finalité du droit pénal aux fonctions du droit pénal? C'est la première fonction qu'on peut attribuer au droit pénal est de caractère répressif. Le législateur, soucieux de faire respecter les réglementations, a de plus en plus fait appel au droit répressif, appelé également gendarme des autres droits. Les règles de droit pénal impliquent l'existence d'une sanction et d'une sanction d'un caractère spécial qui est la peine, à la différence de la sanction civile qui est essentiellement réparatrice, dommages, intérêts, restitution. La sanction pénale est répressive, le châtiment infligé au coupable. Par contre, l'amende va à l'État, non à la victime. Et il est si clair que le droit pénal cherche à défendre la société contre les comportements antisociaux. De par cela, il joue une fonction rétributive qui permet de prononcer le juste châtiment qu'implique la transgression de la loi afin que soit rétabli l'ordre social. C'est pourquoi la peine est à la fois afflictive en ce qu'il sanction et infamante par le blâme qu'il emporte à l'égard du comportement des condamnés. Et au-delà de son caractère rétributif, le droit pénal représente également une fonction de prévention ou de dissuasion. La peine a vocation à inviter l'auteur de l'infraction à ne pas la renouveler, en principe. La seule publication des infractions et de leurs sanctions permet de dissuader tous ceux qui se disposeraient de transgresser la loi. Et par ailleurs, et avec l'évolution des réflexions autour des finalités du droit, il s'est attribué une nouvelle fonction de resocialisation, de rééducation. La sanction pénale n'est plus seulement tournée vers l'acte commis et de leur sanction, mais autant vers l'avenir. Cette tendance a permis l'émergence de sciences qualifiées de criminelles et qui ont pour objet l'étude des criminels et de son comportement dans tous leurs aspects. Alors, en ce qui concerne les fondements doctrinaux du droit pénal, une vie sociale normale implique nécessairement un système de sanctions organisé et mis en œuvre par la puissance publique. Mais se pose la question de savoir sur quoi se fonde ce droit punir. Il est lié à celle des fonctions de la peine, ce qu'on a présenté dans le slide précédent. Alors, et de par cela, il y avait plusieurs doctrines sur lesquelles il y avait l'édiction d'un ensemble de peines, ce droit de punir. D'abord, il y avait les doctrines fondées sur l'idée de justice. La peine se rattache à l'acte coupable. L'idée se trouve des formes diverses. Par exemple, dans les civilisations primitives, sacrifice du coupable destiné à apaiser la divinité. La loi du talion, pour eux, et don pour don, code de Hammurabi. Et également chez les philosophes grecs anciens, Platon, qu'on a essayé de se baser sur l'idée de justice, rendre justice. Également dans la doctrine chrétienne, où apparaissent les notions de responsabilité morale et de pardon, le repentir pouvant effacer la faute, et également dans la philosophie de la justice absolue. Après les doctrines fondées sur les justices, c'est appareil des doctrines fondées sur ce qu'on appelle l'utilité sociale. L'objectif ou bien l'objet essentiel de la sanction est d'éviter les crimes futurs. C'est l'idée de prévention, de bêta. La peine doit se
faire craindre plus que le plaisir désiré. Mais on a critiqué cette idée parce que cette conception risque d'amener une répression rigoureuse. Et arrive par la suite l'école néoclassique, doctrines que ce sont des doctrines de synthèse. Le droit de punir est fondé à la fois sur la justice dans son principe et sur l'utilité sociale dans son application, c'est-à-dire ne punir pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile. Et on éliminera par la suite les peines trop sévères et les peines superflues. Mais le second, ce qu'on reprochait à cette école, qu'il sera souvent difficile de concilier le juste et l'étude. L'exemple de, qu'on a avancé pour pour critiquer cette école, c'est la répression de la récidive, qui est socialement dangereuse, mais moralement moins coupable. Et vient par la suite l'école positiviste italienne qui sont abandonné les notions de justice considérées comme dépassées. L'infraction ne résulte pas du libre exercice des facultés humaines, mais de facteurs naturels, dont l'étude conduit à la formation de deux écoles. D'une part, l'école anthropologiste qui met l'accent sur les facteurs individuels du crime, c'est Lombroso, qui a développé, qui a exposé dans son ouvrage L'homme criminel, sa fameuse théorie du criminel né, d'après laquelle certains hommes, par leur constitution physique même, sont destinés à devenir des criminels. Certains signes, stigmates, ce qu'on appelle en sciences stigmates, permettent de distinguer ces personnes. Front, par exemple, front fouillant, asymétrie faciale, oreilles décollées, etc. Et de l'autre côté, il y a l'école sociologique avec Ferry qui s'attache plutôt aux facteurs sociaux des crimes et qui n'a pas remis en cause la théorie lombrosienne, mais il a ajouté les facteurs sociaux à côté des facteurs biologiques qui résident ces facteurs sociaux qui résident dans la civilisation, dans l'économie ou le climat. C'est une doctrine utilitaire en ce qui considère l'infraction comme la traduction de la puissance de nuire ou de nocuvité du délinquant, plus importante que l'infraction elle-même. La peine sera donc une mesure de la défense de la société parmi bien d'autres mesures de défense. Également, il y a le pragmatisme qui retient les systèmes qui, après expérience, dont les meilleurs résultats. Alors, il s'agit seulement d'un rappel des éléments clés des droits pénals parce qu'on aura besoin tout au long pour expliquer quelques notions relevant de la criminologie, mais qui ont un lien étroit avec le droit pénal. Et maintenant, on passe à un ensemble de questionnements. On ne va pas dire à des questions qu'on va leur chercher des réponses, mais ce sont des éléments de réflexion auxquels il faut interagir tout au long des séances de ce module. La première question qui se pose, qu'est-ce que la criminalité? Qu'est-ce qu'on veut dire par criminalité? Elle est toujours un mal. Est-ce que la criminalité, est-ce qu'on peut considérer toujours que la criminalité est un mal? Peut-on la mesurer? Est-ce qu'on peut mesurer la criminalité? Oui. Non, on entend dans des rapports journalistiques les statistiques ou bien tel type de crime a augmenté ou bien a diminué. Alors, on peut pas dire est-ce qu'on peut mesurer sur quelle base on a pu ou bien on a jugé que par exemple, on a parlé auparavant, on parlait du charmil, on a parlé que ce phénomène ne cesse d'augmenter, de s'accroître dans la société. Dans telle mesure, on peut dire que la criminalité a augmenté. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mesurer
la criminalité. Et on va voir par la suite cette différence entre la criminalité légale, la criminalité apparente et la criminalité réelle. Et ce fameux chiffre noir, le dark number, dans la criminalité. Également, existe-t-il des sociétés sans crime? Et on revient à cette question qu'on a posée lors des différentes séances, qui est une question leitmotiv du droit pénal. Est-ce qu'on peut, quelle est la finalité du droit pénal? Est-ce que c'est d'éradiquer le crime dans la société? De par cela, est-ce qu'on peut concevoir des sociétés sans crime? Peut-on définir un profil type du criminel ou de la victime? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut stigmatiser l'auteur du crime, entre guillemets, le criminel? Les facteurs généralement avancés, comme la nationalité, la pauvreté, le divorce, la télévision, et récemment avec les réseaux sociaux, sont-ils réellement des facteurs explicatifs du crime? Et quelles sont les différentes manières de prévenir la commission d'infractions et de sanctionner le crime? Et là, finalement, la question également qui se pose, bien, ne sommes-nous pas tous finalement des criminels? Et bien entendu, ce sont un ensemble de questions qui ont été posées, sont des interrogations pour arriver à comprendre la criminalité et qui ont contribué à forger la criminologie en tant que science indépendante. Alors, on peut revenir à la fameuse question de Lombroso, qui est le premier qui a posé cette question: pourquoi devient-on criminel? C'est-à-dire, on a changé le paradigme d'analyse et d'étude des phénomènes criminels, du crime, de l'acte déviant accompli à la personne, à l'auteur, à la personne qui a accompli l'acte, à l'auteur de l'acte, entre guillemets, au criminel. Pourquoi devient-on criminel? Et ou bien les questions posées par Ferry: pourquoi, parmi un nombre d'individus soumis en mêmes conditions exogènes, sociales, ces individus et non tels autres deviennent délinquants criminels. C'est-à-dire, dans le même environnement, on a des personnes qui accomplissent des actes criminels qu'on qualifie par la suite, entre guillemets, des criminels, et des personnes qui n'accomplissent pas des actes criminels. Alors, pourquoi ces personnes-là ont accompli ces actes et d'autres du même environnement qui n'ont pas accompli ces actes? Ou bien, dans le même raisonnement de Ferry, il y a une autre question qui a été posée: par quelles étapes psychocriminologiques le criminel passe avant de passer à l'acte? Ce qui a développé la théorie du passage à l'acte, c'est-à-dire essayer d'analyser, d'étudier les différentes étapes par lesquelles a passé l'auteur du crime avant d'accomplir son acte. Et d'autres questions qui ont été posées par les fondateurs de la criminologie, qu'on va voir par la suite dans la présentation des différents courants qui ont forgé la criminologie en tant que science indépendante. Et on arrive également à un nouveau terme dans la criminologie, qui est le terme de la délinquance, et qui est à la fois un fait normatif et une réalité humaine, sociale, d'où la nécessité de l'appréhender à l'aide d'une double démarche, une démarche juridique et une démarche empirique. La démarche juridique, c'est le droit pénal. On est devant un acte qui est déviant et qu'on qualifie comme acte déviant par le droit pénal et qui est sanctionné par la suite, qui est réprimé. Et une démarche empirique qui est la criminologie, qui est l'étude, l'analyse de ce passage à l'acte. Alors, cette observation n'a percé qu'à la fin du XIXe siècle. Jusque-là, la délinquance n'est vue que comme simple fait juridique. C'est à ce moment-là qu'est apparue la criminologie,
Et cette discipline n'a cessé de se développer, qu'on va voir par la suite dans le chapitre suivant, les origines de la criminalité. Merci pour votre attention et à très bientôt.